Tout le monde me connaît ou il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Laurence Dudek, je suis psychopédagogue et psychothérapeute. J'ai écrit donc 2 livres qui sont des manuels d'application d'une méthode que j'ai mise au point au fur et à mesure de ma pratique. La nouveauté, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas c'est quelque chose qui est particulier à ma méthode, qui s'appelle l'éducation efficace, et le terme efficace est vraiment important, c'est que la bienveillance dans cette méthode, ça n'est pas un but, c'est un moyen, ça n'est pas un but en soi. La bienveillance, c'est seulement une condition pour être efficace. Le but, c'est d'obtenir le meilleur en termes d'éducation, d'obtenir ce qu'on veut obtenir en termes d'apprentissage pour ses enfants. Ça signifie que cette méthode, elle peut s'adapter à tous et à toutes, quelles que soient les valeurs, les croyances, les cultures, les conditions, les contextes. Parce que c'est seulement un cadre qui permet d'obtenir ce qu'on veut. Je vais prendre un exemple. Bonjour. Je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit. Par exemple, la politesse. Le fait de dire bonjour, merci, etc., de faire ça. Il y a des parents pour qui ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis il y a des parents pour qui c'est vraiment très important. L'éducation efficace, elle permet d'obtenir l'apprentissage de la politesse comme quelque chose de consenti par l'enfant et qui entre dans les valeurs de la famille, c'est une transmission familiale, sans user de rapport de force, sans que ça soit obligatoire. Mais si les parents pour qui c'est pas très important, la politesse, et qui disent ça fait pas partie de nos valeurs, on n'est pas obligé de dire merci, bonjour, s'il vous plaît, etc. Ils ne l'appliquent pas, et l'éducation efficace, elle s'applique aux 2 types de méthodes. Il y a 1000 façons d'inventer sa vie, et j'ai essayé de faire en sorte, parce que en tant que psychopédagogue consultant, c'est-à-dire j'ai un cabinet dans lequel je reçois des gens, des familles, souvent des parents qui viennent avec leurs enfants parce qu'ils ne fonctionnent pas bien. Il ne fait pas bien ce qu'on voudrait qu'il fasse. C'est souvent ça, la base, l'origine de la demande des parents. Et en fait, mon travail consiste principalement à d'abord montrer aux parents qu'il fonctionne très bien. Il fonctionne en fonction de ce qu'il apprend à faire, il réagit en fonction du contexte qu'on lui propose, et comment est-ce qu'eux, ils peuvent changer pour obtenir de l'enfant ce qu'ils ont envie d'obtenir de lui. Donc c'est essentiellement ça. Et dans ces consultations-là, j'ai plein de gens très différents, avec des valeurs très différentes, avec des positionnements différents, etc. Et je suis au service de leur demande. Donc, il n'est pas question pour moi de dire ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est juste ou ce qui est faux. Je dis simplement ce qui fonctionne, ce qui est efficace, ce qui marche, et je souligne les conséquences. Donc, par exemple, quand je parle dans le livre de la violence éducative, qu'elle soit violence éducative ordinaire comme les punitions, les récompenses, etc., les promesses, les menaces, ou la violence physique qu'on appelle la maltraitance, quand je souligne les conséquences de ça, c'est pas pour culpabiliser les parents, c'est pour qu'ils soient conscients de ce qu'ils obtiennent quand ils font ça et qu'ils se rendent compte que c'est inefficace,
que par exemple, tout ce qui produit des émotions négatives chez les enfants inhibe une fonction cognitive très importante, la mémoire. Tout ce qui est traumatique provoque de l'amnésie. Et plus c'est traumatique, plus ça provoque de l'amnésie. Donc ça veut dire que si on essaie d'obtenir d'un enfant, par exemple, qu'il apprenne à mettre ses chaussons tout seul en rentrant, à enlever ses chaussures, et qu'on fait ça en lui criant dessus tous les jours, et bien tous les jours on peut lui crier dessus, ça ne changera rien, il n'apprend pas. Parce qu'on ne lui a pas expliqué comment faire, quoi faire, trouver un moyen pour qu'il y pense, l'aider à apprendre, ça, c'est de l'éducation efficace. Mais lui dire, mais tes chaussons, combien de fois faudra que je te le dise? On va obtenir qu'il les mette, sur le coup, bien sûr, hein, mais pas plus. Le lendemain, on peut répéter pareil. Voilà. Vous posez ma première question? Oh, oui, bien sûr. Justement, les chaussons, très... Il faut ouvrir le micro. Ouais. Donc, très bêtement, mon mari met nos chaussons tous les jours, on les retire, on les range. Voilà. Fils, il a 7 ans, alors je ne sais pas à partir de quel âge c'est censé s'engranger, mais moi, ça ne s'engrange toujours pas. D'accord. Ça fait 7 ans qu'on les montre, qu'on met nos chaussons tous les matins, tous les soirs, et qu'il les met. Oui. Alors, il y a deux choses. Dans les apprentissages, c'est la clé numéro 1. Hein, c'est la clé numéro 1. On apprend, les enfants apprennent par l'exemple. Donc la guillet. Et aussi par l'information. Dans un contexte favorable. Ça veut dire que là, probablement, quand votre fils ne met pas ses chaussons, il y a une intention positive, soit qu'il soit dans un état de conscience qui ne lui permet pas d'y penser, et là il va vous dire « j'ai oublié ». Quand vous lui dites « t'as pas mis tes chaussons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas mis tes chaussons ?» Il va vous dire « je n'y ai pas pensé ». Donc ça veut dire que le contexte n'est pas favorable à ce qu'il pense à mettre ses chaussons, probablement parce qu'il pense à autre chose, parce qu'il est occupé à autre chose. Et que dans l'apprentissage, il lui manque une étape qui est la guidance. Il va y avoir un moment qui est suffisamment long, ça peut durer très longtemps. Par exemple, pour se brosser les dents, ça peut durer jusqu'à 8, 9, 10 ans parfois. Ou, oui, ou ils vont pas enchaîner à se brosser les dents, mais ils vont pas y penser eux-mêmes et ils vont avoir besoin de cette guidance-là jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et plus ça vous agace, et plus c'est long. Parce que plus ça vous agace, plus il y a de la résonance négative et des émotions négatives qui inhibent la fonction cognitive qui imprime la mémoire. Et ça, c'est mécanique. Donc, juste pour trop donner la solution, une solution possible, trouver des moyens pour que, si vous, ça vous embête de lui répéter, si vous, c'est gênant, parce que ce qui vous gêne, ce qui fait que ça vous agace, c'est très probablement parce que vous pensez qu'il s'en fiche. Moi, il me dit clairement qu'il ne veut pas les mettre. Ah, qu'il ne veut pas mettre ses chaussons? Pour ça, en fait, la question était... Ah bah oui, donc alors là... À quel moment il est en l'âge de dire, entre guillemets, maman, t'es mignonne, ton histoire de chaussons, ça m'intéresse pas, bien tu m'as appris à les mettre, mais j'ai pas envie, j'aime bien. Ah bah n'importe quel âge, ça c'est le consent, non? S'il veut pas mettre ses chaussons, c'est qu'il n'a pas besoin de mettre ses chaussons, c'est pas confortable pour lui. C'est confortable. Le carnage il est super fort. Moi je mets pas de chaussons, je suis pieds. Moi aussi. Bah oui. Donc le principe au fait là c'est d'accepter qu'il n'a pas envie. Oui. Alors, accepter qu'il n'a pas envie, ou alors, ce qui est dans la clé numéro 4, c'est l'histoire des besoins. Vous pouvez essayer. Je veux dire que moi, ça me rassurerait que vous, ça vous ferait du bien de le voir en chaussons, parce que vous êtes fusionnel avec lui, et que quand vous avez froid, il faut qu'il mette un gilet.
peu ça. Moi, j'ai trop pied, je comprends pas qu'il y ait froid. Il y a plein de... Mais un gilet, j'ai froid. Oui, oui. D'accord? Alors, ça peut lui plaire comme ça peut ne pas lui plaire. Mais si c'est fait sans volonté coercitive, c'est-à-dire sans rapport de force, ça peut très bien passer. En tout cas, pour revenir au sujet de l'apprentissage, là c'est autre chose, c'est le refus, on va voir ça après. Mais pour revenir sur le sujet de l'apprentissage, donc on va parler de brosser les dents, etc. Les enfants ont vraiment besoin alors pas seulement d'exemples, mais d'accompagnement, surtout quand c'est des choses sur lesquelles ils n'ont pas de bénéfice immédiat. C'est rébarbatif. Oui, c'est-à-dire quand ils sont petits, par exemple, leur dire c'est bon pour la santé ou c'est pas bon pour la santé, ça n'a aucun sens parce que ça ne fait pas l'objet, ça n'est pas le résultat d'une expérience. Hein. Quand on dit à un enfant mets pas tes mains sur le radiateur, ça brûle, on lui met la main tout près du radiateur, il voit que c'est chaud, il a compris. Et il ne va pas mettre la main parce que c'est une expérience. Mais le concept de bon pour la santé, ne mange pas un bonbon, non pas de bonbon parce que ça fait mal aux dents, quand il mange un bonbon, ça ne lui fait pas mal aux dents. Donc, c'est pas efficace. D'accord ? Donc dans ces cas-là, on fait valoir d'autres arguments qui sont à sa portée. Et très souvent, il y a un argument que les parents oublient vraiment trop régulièrement, trop souvent, et qui est en lien avec la clé numéro 10, qui est la dernière, sur l'égalité, c'est qu'on ne pense pas à demander aux enfants. On pense toujours à leur donner des ordres ou des consignes, des instructions. Ce qu'on ne ferait jamais avec un adulte. On leur dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Par exemple, si le soir après l'école on lui dit alors on va rentrer, on va prendre la douche et on va faire les devoirs, ça te convient? Est-ce que là c'est une demande ou est-ce que c'est une consigne? Ça te convient, c'est une demande, mais on va rentrer, on va prendre la douche, c'est une consigne. Donc c'est un petit peu des deux. Une demande, c'est quelque chose auquel on peut répondre oui ou non. Oui, j'entends. Sans qu'il y ait de problème. Donc, d'accord ? Donc, alors, je ne dis pas qu'il faut renoncer aux demandes, hein, mais vraiment, il faut garder à l'esprit que les refus, et on va revenir sur ça, les refus des enfants arrivent non pas parce que, non pas sur ce qu'on leur demande, mais sur la manière dont on leur demande. La plupart des enfants qui refusent, et les crises, ce qu'on appelle les crises, donc vraiment le refus où il y a des cris, des pleurs, des enfants qui frappent les mains, qui sauvent, etc. Ça n'est pas le sujet, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire ce qu'on leur demande, c'est parce qu'ils ont peur et qu'ils savent qu'on va les obliger à le faire. Et à partir du moment où on assure aux enfants, pas seulement par la parole, mais par l'expérience, que quoi qu'il arrive, on ne les obligera pas, alors on n'a plus de crise. Et on a plein de consentement. Parfois, il y a des refus et c'est quelque chose qu'on doit respecter et négocier, il faut prendre du temps, etc. Ça arrive, mais on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça reste exceptionnel et on n'a plus de crise à partir du moment où on a renoncé à obliger les enfants et à les forcer à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Et j'explique, alors c'est pas dans le premier, mais dans le deuxième, j'explique d'où ça vient. Les histoires de refus, ce sont des réflexes du cerveau.
C'est des réflexes de proie, de petits mammifères, parce que nous sommes des primates, des petits mammifères, avec des réflexes ancrés très 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 anciens de proie. Quand on oblige un enfant à faire quelque chose, il se sent en danger. Ça résonne en lui comme une prédation, comme si on était un prédateur. Et donc il se sauve, ça c'est le premier réflexe. Il se sauve, même petit, hein, même à 4 pattes. Il se sauve. Si on les oblige physiquement et qu'on les attrape, ils crient, ils hurlent, ils mordent, ils griffent, ils se débattent. Ce sont des réflexes. C'est pas une décision hein, à ce moment-là. C'est une réaction. Donc, puisque c'est une réaction, on a le pouvoir que ça n'arrive pas. Puisque si on ne fait pas ça, si on ne se comporte pas en prédateur avec les enfants, ils n'ont pas ce genre de réflexe. Ils sont dans... Bon, tout le monde connaît hein, les enfants qu'on attrape comme ça, là, et qu'on oblige à venir, hein, et qui se débattent, et qui vont jusqu'à mordre très fort, etc. C'est pas volontaire. C'est pas réfléchi. Jusqu'à quel âge les enfants ont ces réflexes? Alors, en fait, c'est une bonne question. Il n'y a pas d'âge précis. Ça dépend du conditionnement et de la répression qu'on a mis sur eux. Parce que les enfants qui sont élevés dans la punition et dans la violence, ils ont ces réflexes très réprimés, donc ça s'éteint progressivement. Mais les enfants qui sont élevés dans la non-violence, ils continuent à avoir ces réflexes, ce qui est normal, c'est naturel, sont des réflexes de protection. C'est rassurant. Je le dis aux parents parce que, oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont en situation d'infériorité physique et d'incapacité physique, et qu'on les oblige à faire quelque chose, ils ont ces réflexes et ces décharges émotionnelles. Ceux qui ne l'ont pas, c'est un peu comme les enfants qui, soi-disant, font leur nuit et dorment tout seuls dans leur chambre, parce qu'ils ont été conditionnés à ça et qu'on les a laissés pleurer longtemps, etc. Et après, les gens disent, alors même certains pédiatres et certains psychologues d'obédience analytique, ils disent c'est bien, il faut faire comme ça, parce que comme ça on leur apprend. C'est pas un apprentissage, c'est un traumatisme, c'est un conditionnement. Ce sont des enfants qui ont pris l'habitude à ce qu'on ne réponde pas à leurs besoins, et progressivement ça a éteint la nature profonde de leur nature, la nature qui est en eux. Et ça a des conséquences dommageables sur le cerveau lui-même. Ça, c'est maintenant, on le sait parce qu'il y a les neurosciences qui font des scanners, etc. Et on voit les zones du cerveau qui sont impactées par ces choses-là. Mais nous, on disait ça avant qu'il y ait les neurosciences, et les pédiatres et les psys nous disaient oh, mais non, mais c'est n'importe quoi, etc. Alors qu'on le voit. Et comment on fait pour du coup ne pas... Parce que là, forcément, moi, à un moment, je me comporte en prédateur au sens où je suis obligée de l'obliger, quoi. Parce que je lui dis sinon on va être en retard. Alors d'abord, la première chose pour que vous puissiez avoir la position adéquate qui vous permette d'obtenir le consentement, je précise qu'il n'est pas question de renoncer, hein, d'accord? Du tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de renoncer à partir à l'heure et à arriver au travail à l'heure, d'accord? Mais si vous voulez pouvoir y arriver sans violence, il faut que vous preniez conscience que ce n'est pas une obligation, c'est un choix que vous faites. Et que jamais vous ne justifiez en vous-même votre positionnement coercitif par le fait que vous vous laissez croire que vous n'avez pas le choix. D'accord? Parce que ça conditionne votre état émotionnel et qu'il est en partie responsable du refus. Parce que les enfants entrent en résonance et si vous êtes stressé, vous
vous n'allez obtenir rien du tout. Donc, il faut vraiment se donner de la liberté et se dire j'ai le choix. J'ai le choix entre le bien-être, la bienveillance et le stress de vouloir absolument arriver à l'heure, et tant pis. Même si vous allez arriver à l'heure grâce à ça. D'accord ? Concrètement, il se passe quoi ? Dites-moi. Là, par exemple, parce que là, aujourd'hui, je vais aller chercher entre midi et 2. Donc, tout ça, c'est super bien. Et du coup, moi, on a mis en place un petit réveil. Et au moment du réveil, il a fui à l'autre bout de la pièce. Il a dérangé tout ce qu'on avait venu de ranger. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a pris au soleil. Il est caché partout. J'en ai besoin de dire. Et puis finalement, il faisait tout ce qu'il fallait pour pas partir, quoi. Ça, c'est des indicateurs de stress. C'est des indicateurs de stress et c'est en partie à cause du réveil. Ah oui ? Bah oui, dans la vie. Attention, c'est le moment. Et pourtant, il le demande lui-même, en fait. Oui, parce que vous l'avez habitué à ça, mais en fait, c'est-à-dire qu'avec ça, il se conditionne. Alors, c'est normal qu'il soit stressé au moment de partir, et vous devez lui expliquer qu'il ressent ça. C'est normal, parce qu'il a un âge où on a une angoisse de séparation par appréhension, parce que c'est pas naturel. Alors, je vais redire, et c'est pas du tout pour culpabiliser, parce qu'on fait des choix, on vit dans des sociétés avec des systèmes, etc. Mais les enfants, naturellement, ils sont pas programmés, leur cerveau n'est pas programmé pour être loin de leur figure d'attachement, jusqu'à l'âge du sevrage naturel qui, chez l'être humain, est en moyenne à 4 ans. Ça peut aller jusque 6 ans, surtout quand il n'y a pas de fratrie, quand c'est un enfant unique. Donc, ça veut dire que systématiquement, chaque fois qu'on va se séparer, il va ressentir par réflexe, c'est pas parce qu'il pense, c'est pas parce qu'il est triste de vous quitter, etc. Il ressent du stress. Un stress qui est physique, qui est provoqué par son cerveau, qui est programmé pour s'agripper à vous, parce que vous allez partir. Il faut lui expliquer ça. Il faut lui dire que vous savez qu'il ressent ça, que c'est normal qu'il ressente ça, parce que c'est vrai que c'est pas naturel de quitter sa maman comme ça. C'est beaucoup plus difficile de la quitter que de rester avec elle. Et que c'est normal et que vous allez l'aider à passer ce moment. Que vous aussi vous ressentez ce stress-là, parce que c'est pareil, c'est naturel chez les mamans de ressentir du stress en résonance avec son enfant. Et en donnant aux enfants les clés qui leur permettent de consentir, parce que c'est plus facile pour eux de le faire avec consentement que de le faire de force, alors on leur permet d'intégrer plus de règles. En gros, c'est accepter ce qu'on ne peut pas changer et changer ce qu'on peut changer, c'est-à-dire ce qui est en son pouvoir, ce qui est dans le pouvoir de l'enfant, dans ses réponses à lui. Ça répond à votre question ? Oui. Question concernant le fait de contraindre l'enfant, parce que j'ai travaillé plusieurs années en pédiatrie avec des enfants malades. Quand l'enfant est malade, quand l'enfant a une pathologie qui nécessite des soins, qui ne sont pas forcément vitales sur le moment, comment faire si l'éducation efficace dit rien de ce qui n'est pas vital ne doit être obligatoire. C'est-à-dire ? Si c'est pas vital, si l'enfant n'est pas en train de se mettre en danger, et que ça n'est pas une urgence, alors on n'a aucune raison de l'obliger. C'est-à-dire qu'en fait, le truc c'est que, je vais vous dire, ça se passe en pédiatrie. Moi j'ai travaillé aussi en collaboration avec des équipes, j'ai été directrice d'un établissement sanitaire et social pendant 8 ans, donc de santé mentale. Donc je sais comment ça fonctionne. En réalité, l'urgence, la plupart du temps, l'urgence et le choix médical et thérapeutique, il est déterminé par le temps qu'on a à consacrer, donc il répond aux besoins de l'institution, pas aux besoins de l'enfant. Donc c'est pas efficace. Donc je dis pas que c'est... Je dis l'éducation efficace, elle n'a pas de réponse à une situation où on dit qu'on fait le choix de ne pas répondre aux besoins de l'enfant.
C'est un choix institutionnel. C'est pareil à l'école. Oui, À l'école, oui. c'est pareil. C'est un choix institutionnel. Moi, je m'adresse aux parents qui, eux, font le choix de répondre aux besoins de l'enfant pour obtenir le meilleur et qui font valoir les besoins de l'enfant auprès des institutions, etc. Parce qu'il ne faudra pas oublier que, alors à l'école c'est moyen, mais à l'hôpital, c'est quand même le parent qui est le décisionnaire de tout et que de tout, y compris le droit de vie ou de mort. Hein. Oui, mais c'est vrai quand le pédiatre arrive, le parent il est tout Conditionné à obéir. C'est l'autorité. Il y a dit des choses. Oui, c'est le symbole de l'autorité. C'est précisément ce que produit l'éducation coercitive, punition-récompense. C'est ça que ça produit. Ça produit l'obéissance ou la rébellion. C'est-à-dire qu'entre l'oppression du peuple et la révolution, il n'y a pas de salut avec cette éducation-là. Et moi, ce que je propose, c'est d'éduquer les enfants au consentement et à la liberté.